Rebonjour madame, c'est encore moi Thomas. Je voudrais voir la personne qui s'occupe de la bonne santé du sol. Parce que là, j'ai vraiment besoin qu'on m'explique 2-3 choses. D'accord, je vais appeler Sébastien Benoît, c'est lui l'expert sol chez Natop. D'accord? D'accord. Sébastien? Oui, bonjour, j'ai un jeune homme à l'accueil, Thomas, qui aimerait avoir quelques explications au niveau du sol, si tu pouvais descendre. Je te remercie. Au revoir. Il arrive, hein? Bonjour Thomas, Bonjour monsieur. il semblerait que tu as des questions à me poser. Oui, des questions, mais surtout des réponses. Hein, parce que j'ai vraiment besoin qu'on m'explique 2-3 trucs. D'accord, bah viens avec moi, on va aller à mon bureau. Alors Thomas, il paraît que tu as plein de questions à me poser. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment besoin qu'on m'explique 2-3 choses. Parce qu'on m'a dit que avec l'agriculture, le sol, ça s'abîme bien vite. Et que la vie à l'intérieur, ça s'en va. Alors, pour moi, c'est pas possible, vous comprenez? Alors, qui va s'occuper de soigner la terre si vous la fatiguez comme ça? Effectivement Thomas, la vie biologique des sols, c'est important au niveau de Natop. On s'en préoccupe de plus en plus. Concernant la vie du sol, on accompagne nos agriculteurs sur cette vie du sol, sur la partie humus, sur la partie stockage du carbone. On a mis en place des formations dernièrement pour toujours accompagner nos agriculteurs à aller chercher de la performance et améliorer cette vie du sol. Par exemple, au niveau du sol, on incite nos agriculteurs à laisser le couvert à la surface du sol pour que les micro-organismes attaquent cette matière organique, la dégradent bien en humus pour stocker ce carbone. Et à la fois, on sait que le carbone et la partie eau sont les ingrédients importants pour nourrir nos sols. Bah, on m'a dit que c'est comme ça que vous alliez me répondre. Mais franchement, j'aurais voulu des preuves de stockage de carbone ou des exemples. Bah Thomas, je te propose, c'est qu'on aille regarder une vidéo qu'on a tournée à Unilassal. C'est notamment Murilos, un chercheur d'Unilassal, qui va t'expliquer quel levier on peut mettre en place pour stocker plus de carbone au niveau des sols. Aujourd'hui, on essaie d'augmenter cet stockage de carbone. Et comment on peut faire cette augmentation? Il faut toujours avoir en tête une balance de combien on va ajouter de carbone et combien va minéraliser des carbone dans les sols. Donc, il faut toujours faire cette compensation. Une pratique très commune pour diminuer la minéralisation, c'est le semi-direct. Par contre, le semi-direct dépend beaucoup des conditions pédoclimatiques. Donc, comme on a vu pour augmenter la séquestration de carbone dans les sols, d'un côté, il faut diminuer la minéralisation et de l'autre côté, il faut augmenter l'apport de carbone dans les sols. Et comment on peut favoriser cet apport de carbone dans les sols? Une manière très efficace, c'est en ajoutant des légumineuses dans les rotations des cultures. Alors c'est très intéressant, mais au champ, ça donne quoi au champ? Donc Thomas, maintenant que tu as vu les leviers proposés par Murilo, je te propose c'est qu'on aille voir François Xavier, qui accompagne des agriculteurs du groupe Explore. Ce sont des agriculteurs qui travaillent sur cette thématique. Ils mettent en place différentes actions au niveau de leur sol. Ils testent plein de solutions et ils regardent la meilleure solution possible pour améliorer le stockage de leur sol. Regarde avec moi cette vidéo. L'autre intérêt découvert, et c'est une piste de travail dans les groupes Explore, c'est les semis sous couvert. Donc l'idée, elle est de semer directement la culture que l'on va récolter dans le couvert et de laisser le couvert au sol se dégrader uniquement par l'action de la fertilité du sol et les différents éléments du sol qui vont venir dégrader ce couvert. De plus, par rapport à ce qui se passe, et on parle de plus en plus de carbone, cette technique d'implantation de couverts élaborés, en allant chercher des biomasses, donc c'est-à-dire d'avoir des couverts qui soient le plus développés possible, on va stocker du carbone, ce qui va permettre entre guillemets de limiter ou de réduire la partie émission de carbone. Alors du coup, j'ai limité les travaux du sol sur l'exploitation. Il y a un couvert entre chaque culture, la terre n'est jamais laissée à nu. Alors, au bout de 2 ans, je constate déjà une amélioration de la vie biologique dans le sol. Donc il y a plus de vers de terre, la terre respire beaucoup mieux. Travailler la fertilité de mes sols, c'est aussi une démarche agroécologique, tout en respectant l'environnement. Bah là c'est quand même bien plus clair pour moi. Mais le monsieur sans cheveux, il a dit que fallait laisser les plantes mortes pourrir au sol. Mais est-ce que c'est vraiment mieux?
Eh ben, Thomas, je te propose de regarder une autre vidéo, c'est d'un chercheur du Nil La Salle, c'est Marc Legras. Il va t'expliquer la conséquence du travail du sol sur les micro-organismes. Alors on va parler de l'ergostérol qui est donc une molécule présente dans les cellules des champignons qui sont présents dans le sol. En termes de quantité, on peut effectivement avoir, si on prend par exemple des prairies permanentes, des résultats de l'ordre de 15-20 ppm. Donc là on est effectivement sur des biomasses qui sont relativement importantes avec un sol qui est normalement vivant et relativement viable. En fonction aussi du chargement de la prairie, on peut avoir des variations. Sur des sols de grande culture, en fonction du système de culture, on va avoir des teneurs qui sont de l'ordre de 10 ppm quand on est sur des sols qui n'ont pas été perturbés mécaniquement. On peut perdre jusqu'à 5 ppm de biomasse fongique avec l'ergostérol quand on est effectivement en sortie d'été après un travail de sol plus ou moins important, y compris quand on est sur du travail superficiel, on a des variations de quelques ppm sur cette teneur de biomasse fongique. Typiquement, dans le cas d'un travail majeur, par exemple un labour, on peut perdre à 5 ppm, très clairement, sur un même échantillon de sol, sur une même surface de sol. Bien souvent, ces indicateurs sont mesurés entre 0 et 15 cm, donc c'est vrai que si le labour est plus profond, on va perdre un petit peu en sensibilité par rapport à l'indicateur. Si on est sur des parcelles ou des systèmes où le travail est superficiel, on aura là aussi une pertinence de la réponse de cet indicateur sur le travail et sur l'impact du travail sur la communauté fongique des sols. Donc on est souvent, typiquement sur ce genre de mesures en sortie d'été, sur 5 ppm de différence dans les sols qu'on connaît, en l'occurrence les sols limoneux de la région. Alors on va parler des PLFA, acides gras phospholipidiques, en tout cas des profils d'acides gras. Donc ce sont les mêmes molécules qui sont présentes dans les huiles par exemple, qui permettent de définir si une huile vient d'un tournesol, d'une arachide ou de l'olive. On parle d'oméga 3 et d'oméga 6, on est sur les mêmes molécules. Ces molécules sont présentes dans la cellule microbienne comme pour l'ergostérol, dans la paroi cellulaire, et vont permettre de définir les quantités de bactéries, les quantités de champignons, les actinomycètes, les protozoaires, donc d'avoir une image de la diversité présente dans les sols en termes de micro-organismes, donc bactéries et champignons principalement. On aura donc une image à la fois d'abondance, parce que si on fait la totalité, la somme de tous les PLFA, on va avoir une image d'abondance, mais aussi de diversité. Et ensuite, en fonction du PLFA qu'on va pouvoir identifier, on aura la somme des bactéries, la somme des champignons. On a aussi des bactéries gramme moins, gramme plus en fonction des familles. On va aussi avoir une image des protozoaires. Alors l'enjeu avec cet indicateur et avec cette mesure de PLFA, c'est effectivement de bien comprendre les dynamiques en termes de diversité des communautés microbiennes entre bactéries et champignons. Il faudra effectivement à terme pouvoir comprendre avec les métadonnées et l'ensemble des caractéristiques des parcellaires, mettre en vis-à-vis effectivement les résultats de ces PLFA, que ce soit champignons ou bactéries, dans les sols de la région NATOP pour pouvoir effectivement piloter à terme les quantités de bactéries et de champignons dans les parcelles en comprenant l'impact de telle ou telle action, de telle ou telle activité sur cette répartition, puisqu'on a une diversité, c'est une empreinte digitale, et sur la quantité, donc l'abondance des champignons et des bactéries. Ah, bah là, c'est quand même bien plus clair pour moi. Moins de travail du sol et plus de matière organique. Mais j'ai une dernière question. Qu'est-ce qui se passe dans le sol ? Pour voir la vie du sol, il faut prendre un microscope. Donc je te propose de regarder la vidéo de Babacar qui va nous expliquer comment les mycorhizes fonctionnent au niveau du sol. On ne peut pas voir à l'œil nu les structures des endomycorhizes, qui sont au nombre de 3. C'est les hyphes, les arbuscules et les vésicules. Donc les hyphes, c'est des filaments fins qui vont aller puiser l'eau et les éléments minéraux là où la plante ne peut pas avoir accès. C'est-à-dire, un système racinaire, une plante qui est bien colonisée par un champignon mycorhizien va explorer un volume de sol beaucoup plus important. Les vésicules, c'est des lieux de stockage de réserve et les arbuscules, c'est des lieux d'échange entre le champignon et la plante. Donc c'est là où a lieu l'échange de carbone, de phosphore, de l'eau entre le champignon et la plante. La plante fournit au champignon le carbone issu de la photosynthèse dont le champignon est incapable de réaliser parce que le champignon, ce n'est pas un végétal. Et en retour, le champignon fournit à la plante l'eau, les éléments minéraux, notamment le carbone, le phosphore, en particulier le phosphore parce que c'est un facteur limitant. Et les champignons mycorhiziens contribuent à la nutrition phosphatée des plantes. Les deux grandes fonctions des mycorhizes,
Il y a une fonction de nutrition et une fonction de protection contre les plantes. Voilà, ça, c'est les deux principales fonctions des mycorhizes. Alors, comment on les détecte? À partir d'un échantillon de racines qu'on prélève dans les sols des parcelles des agriculteurs, on l'amène au laboratoire et on utilise une technique de coloration avec l'encre bleue. Et donc, l'apparition, par exemple, des vésicules que je vous ai présentées tout à l'heure, ou des ifs ou des arbuscules, prouve que la racine est colonisée par les champignons mycorhizés. Et ce qui est important, c'est de voir comment varie ce taux de mycorhisation. Si ça dépasse les 50%, c'est très intéressant parce que les mycorhizes sont un indicateur biologique de l'état des sols. S'ils sont là, c'est un bon signe. Une plante qui s'associe aux champignons mycorhizés va la faire toute sa vie. On essaye de comprendre par nos activités de recherche comment les pratiques culturales ou les pratiques de gestion des écosystèmes vont modifier l'état des sols avec une approche de l'état chimique, physique et biologique. Dans le sol, on va trouver beaucoup de micro-organismes. Dans 1 gramme de sol, c'est-à-dire l'équivalent d'une cuillère à café, on va avoir 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons qui vont avoir des rôles très importants sur la stabilité structurelle des sols en contribuant à la séquestration du carbone. Selon les pratiques que les agriculteurs utilisent, on peut avoir des déficits, on peut avoir des niveaux très faibles du taux de mycorhisation. Il y a plusieurs facteurs qui sont défavorables à cette symbiose, notamment l'utilisation des fongicides par les agriculteurs. Par exemple, si on va enrober les semences en utilisant des fongicides, l'utilisation aussi des herbicides, la pratique du travail intensif du sol, ça casse les réseaux d'ifs. Et là, on n'aura plus l'interconnexion entre les ifs des champignons qui vont coloniser les herbacées, les plantes en couverture végétale avec les cultures en place. Il y a bien sûr des pratiques qui les favorisent, notamment l'utilisation des plantes comme les légumineuses en couverture végétale, parce que les légumineuses font les deux types de symbiose, la symbiose mycorhizienne et la symbiose rhizobienne avec les bactéries. Donc c'est l'avantage d'utiliser par exemple des espèces légumineuses dans les rotations ou dans les couvertures végétales, parce que la symbiose rhizobienne aussi permet la fixation biologique de l'azote. Ces micro-organismes qui sont très nombreux ont la mauvaise idée de ne pas être très facilement cultivables en laboratoire. Aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances, on estime qu'on arrive à cultiver en laboratoire seulement 5% des bactéries et moins de 1% des champignons qui sont présents dans les sols. Pour cette raison, on est contraint de développer des stratégies pour aller étudier l'abondance, la diversité et l'activité de ces micro-organismes. La plupart des micro-organismes qui sont présents dans les sols vont avoir besoin pour se développer de carbone. Et c'est pour cette raison qu'à partir du moment où on met en place des pratiques qui vont favoriser l'apport de carbone dans les sols, on va contribuer à l'augmentation de l'abondance de ces micro-organismes. Donc vous l'avez vu, les possibilités pour étudier ces micro-organismes du sol qui nous rendent beaucoup de services sont nombreuses. Et l'enjeu aujourd'hui va être de pouvoir développer de nouvelles technologies parce que l'ensemble de ces analyses est extrêmement cher et donc faire appel à de nouvelles technologies comme des technologies d'imagerie, de capteurs qui peuvent être embarqués, de drones, d'images satellites devrait nous permettre dans un futur proche de pouvoir mesurer ces indicateurs sur des plus grandes échelles spatiales et à des fréquences plus importantes. L'intérêt de pouvoir faire ces mesures à des fréquences plus importantes va être aussi de pouvoir donner plus de sens à ces indicateurs que l'on peut observer en collaboration avec les agriculteurs, les coopératives telles que NatUp pour construire de nouveaux outils d'aide à la décision. Donc l'objectif, tu l'as compris Thomas, c'est de bien produire, de produire mieux, tout en préservant la matière organique. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une production respectueuse de l'environnement, de qualité, et aussi d'avoir un système robuste au niveau de l'exploitation qui arrive à résister au niveau des problèmes d'aléas climatiques, de stress abiotique ou autre. Et donc l'objectif, c'est en augmentant cette matière organique, cette vie biologique, les plantes vont mieux et résistent mieux à tout ça, et donc ça permet d'avoir une exploitation plus durable et plus performante. C'est hyper intéressant et tout le monde s'y retrouve, même les vers de terre.
En tout cas, maintenant, c'est moi qui vais avoir 2-3 choses concrètes à raconter aux autres. Et c'est génial quand la science s'en mêle.